Quelles sont les 5 questions que les évitants utilisent pour manipuler au lieu de dire ce qu'ils veulent vraiment? Dans une relation saine, les gens posent des questions tout le temps. Comment s'est passée ta journée? À quoi tu penses? Où veux-tu manger? C'est quelque chose de réciproque, un échange qui va dans les deux sens. Tu réponds honnêtement, ils écoutent, la conversation avance. Un échange simple qui construit la connexion et la compréhension. Quand quelqu'un te demande ce dont tu as besoin ou comment tu te sens, normalement il cherche de vraies réponses, des informations qui vous rapprochent et approfondissent l'intimité. Mais avec les évitants, les questions fonctionnent différemment. Ils ne demandent pas pour mieux te comprendre. Ils demandent pour repositionner la dynamique sans faire de demande directe, pour créer de la distance tout en ayant l'air engagé. Certaines questions testent si tu vas douter de ta propre réalité ou accepter la responsabilité de leur retrait. D'autres construisent des situations où tes réponses deviennent des preuves contre toi, où exprimer un besoin te fait paraître exigeante. La question semble innocente, comme une curiosité sincère, mais la fonction peut être quelque chose de complètement différent. Souvent, ils collectent des informations sur tes limites, non pas pour les respecter, mais pour savoir exactement où ils peuvent pousser sans faire face à des conséquences directes. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 questions que les évitants posent pour manipuler sans dire ce qu'ils veulent vraiment. Tu vas apprendre à les identifier, reconnaître quand elles sont utilisées pour contrôler plutôt que pour connecter, et tu vas savoir exactement comment te protéger sans te faire piéger dans leur dynamique manipulatrice. Si tu as déjà répondu à une question simple et que tu t'es retrouvé à t'excuser d'une manière ou d'une autre, cette explication va clarifier pourquoi c'est arrivé, comment ces questions déplacent la culpabilité sans que tu le remarques, et pourquoi tu continues à tomber dans le même schéma même quand tu sais que quelque chose ne va pas. La première question te coupe avant même que tu aies fini d'expliquer ce que tu ressens. Après un type de dispute ou de désaccord, quand tu essaies d'exprimer que quelque chose t'a blessé, ils te regardent et demandent « Tu es sérieusement contrarié par ça ?» Le ton dit tout. Incrédulité, mépris, une sorte de confusion amusée qui te fait te sentir ridicule d'avoir l'émotion que tu as. Dans une relation saine, quand tu exprimes de la douleur, l'autre personne veut comprendre pourquoi. Elle n'est peut-être pas d'accord immédiatement, mais elle prend tes sentiments suffisamment au sérieux pour les explorer. Quand un évitant demande si tu es sérieusement contrarié, il n'explore rien du tout. Il communique que ta réponse émotionnelle est déraisonnable avant même que tu aies fini de la décrire. La question positionne ta douleur comme absurde, ta réaction comme déconcertante. Tu n'as pas encore présenté ton cas, mais tu as déjà perdu. Cela arrive le plus souvent quand leur comportement a été réellement blessant. Ils ont annulé des plans pour la 3e fois du mois. Ils sont devenus froids et distants sans explication. Ils ont dit quelque chose de coupant et de méprisant pendant une dispute. Tu te prépares à aborder le sujet, et avant que la phrase complète ne sorte de ta bouche, ils questionnent déjà si c'est possible que tu sois vraiment dérangé. Ce qui rend cela particulièrement douloureux dans les relations, c'est comment ça t'apprend à minimiser ta propre douleur. Tu commences à douter de toi-même au milieu de ta phrase. Peut-être que ça ne vaut pas la peine d'être mentionné. Peut-être que j'exagère. La personne qui a causé la douleur décide si la douleur est valide et sa décision est toujours non. Tes sentiments deviennent soumis à son approbation et il n'approuve jamais. La question crée également une étrange anxiété de performance autour de l'expression de la douleur. Tu te retrouves à construire des dossiers élaborés avant de mentionner quoi que ce soit, à rassembler des preuves, à préparer des défenses. Tu ne devrais pas avoir besoin d'un argument juridique pour expliquer pourquoi être ignoré pendant 5 jours ne fait pas du bien. Mais la question « tu es sérieusement contrarié ?» t'entraîne à croire que ta douleur ne compte que si tu peux prouver qu'elle répond à une norme externe de ce qui est raisonnable. Être avec quelqu'un qui pose cette question régulièrement signifie avaler constamment des douleurs qui ne répondent pas à son seuil. Les petites choses s'accumulent parce qu'il a clairement fait comprendre que mentionner les petites choses est ridicule. Les choses moyennes sont minimisées parce que ce n'est pas si grave. Les grandes choses sont reformulées comme ton incapacité à gérer les défis normaux d'une relation. Rien de ce que tu ressens n'est assez sérieux pour mériter son attention. Te protéger ici signifie faire confiance à tes sentiments quelle que soit sa réaction. Quand il demande si tu es sérieusement contrarié, la réponse est simplement oui. Tu ne construis pas de dossier. Tu ne défends pas la validité de ta douleur. Oui, je suis contrarié. Tu as annulé des plans encore une fois sans explication et ce n'est pas acceptable pour moi.
Établis la réalité sans t'excuser d'avoir une réaction. Tu peux aussi nommer ce que fait la question. Cette question fait comme si être contrarié était quelque chose de déraisonnable, mais ce qui s'est passé contrarierait n'importe qui. Souligne la manipulation sans te mettre sur la défensive. Tu ne discutes pas de savoir si tes sentiments sont justifiés. Tu observes qu'ils essaient de te faire remettre en question des sentiments qui ont parfaitement du sens. Mais avant de passer à la deuxième question, partage dans les commentaires si on t'a déjà questionné comme ça par un évitant avec des questions manipulatrices et dégradantes qui t'ont fait douter de toi-même. Tu n'es pas seul dans cette expérience et reconnaître ces schémas est la première étape pour te protéger. La deuxième question passe de la dévalorisation de tes sentiments à suggérer que quelque chose ne va fondamentalement pas chez toi. Quand tu exprimes une préoccupation concernant la relation, ils répondent avec une confusion qui semble sincère. Pourquoi tu ne peux pas simplement être normal avec les choses? Le mot « normal » fait beaucoup de travail ici. Il implique qu'il y a une façon standard de gérer les problèmes de relation, et tu échoues à la respecter. D'autres personnes, des personnes normales, ne seraient pas dérangées par ce qui te dérange. Les personnes normales n'auraient pas besoin de ce dont tu as besoin. Les personnes normales seraient plus faciles à vivre que toi. Cette question apparaît quand tu as demandé quelque chose de basique. Une communication plus cohérente, qu'ils respectent les plans, une reconnaissance quand ils blessent tes sentiments. Des choses que les relations saines incluent comme caractéristiques de base. Mais quand tu demandes ces choses à un évitant, il positionne ta demande comme anormale. Ce qui est particulièrement dommageable avec cette question, c'est comment elle pathologise les besoins ordinaires d'une relation. Tu commences à te demander si tu es vraiment le problème. Peut-être que j'attends effectivement trop. Peut-être que mes besoins sont excessifs. Peut-être que je suis la personne difficile. L'évitant n'a pas à examiner son comportement ou à considérer ta perspective parce qu'il a réussi à reformuler toute la situation comme ton échec personnel. Dans les relations, cette question crée une anxiété constante de bas niveau concernant ta propre normalité. Tu commences à te comparer à des personnes imaginaires qui ne se soucieraient pas d'être maltraitées. Tu modifies tes réponses pour paraître plus détendu, plus calme, plus normal. Tu joues la version de toi-même qui a besoin de moins et tolère plus parce que la vraie version a été étiquetée comme défectueuse. La comparaison se fait toujours avec un partenaire fantastique qui n'a ni besoin ni sentiment. La plupart des gens ne font pas tout un drame de ça, créent un standard fictif que tu ne peux jamais atteindre parce qu'il n'existe pas. Les personnes dans des relations saines attendent effectivement de la cohérence. Elles veulent de la communication. Elles ont besoin que leurs sentiments soient reconnus. Mais l'évitant présente ses besoins humains universels comme ton dysfonctionnement personnel spécifique. Les dynamiques de relations construites sur cette question exigent que tu deviennes plus petite. Tu ne peux pas être normal et avoir aussi des besoins. Tu ne peux pas être normal et remarquer aussi quand tu es maltraité. Normal signifie accepter ce qu'ils offrent et en être reconnaissante. Normal signifie ne jamais demander plus, différent ou mieux. La question t'isole aussi. Si tu n'es pas normal, alors tes amis qui valident tes préoccupations doivent ne pas comprendre. Ta famille qui s'inquiète de la façon dont tu es traité doit exagérer. Quiconque voit la situation clairement est rejeté parce qu'il soutient ta perspective anormale. Tu finis seul avec la croyance que tu es le problème. Répondre à cette question signifie rejeter la prémisse. Vouloir une communication de base n'est pas anormal, c'est une attente standard de toute relation. Rejette leur formulation. Tu ne défends pas ta normalité. Tu soulignes que ce que tu demandes est ce que toutes les relations saines incluent. Tu peux aussi renvoyer la question. Qu'est-ce qui est spécifiquement anormal dans le fait de vouloir que tu répondes aux messages dans la journée? Les oblige à nommer ce qu'ils insinuent. Habituellement, ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a rien de vraiment anormal dans tes attentes. Les forcer à articuler leur critique expose à quel point elle est infondée. La troisième question pousse le schéma plus loin. Tu as essayé d'exprimer une préoccupation et ils répondent avec exaspération. Tu arrêtes jamais de te plaindre? Cette question redéfinit toute communication sur les problèmes comme des plaintes. Tu ne partages pas ce que tu ressens. Tu n'essaies pas d'améliorer la relation. Tu n'abordes pas des questions légitimes. Tu te plains juste, constamment, épuisamment, de tout. Ce qui rend cela particulièrement douloureux, c'est que ça arrive souvent après que tu es restée silencieuse sur des problèmes pendant longtemps.
Tu as laissé passer des choses. Tu leur as donné de l'espace. Tu as toléré des comportements qui te dérangeaient parce que tu ne voulais pas paraître exigeante. Finalement, quand tu mentionnes effectivement quelque chose, calmement, raisonnablement, après beaucoup de débats internes, ils agissent comme si tu ne t'arrêtais jamais. La question efface toutes les fois où tu n'as rien dit. Elle efface ta patience, ta flexibilité, ta volonté de t'adapter. Dans leur version des événements, tu es une plaignarde constante qui ne lâche jamais rien. La réalité que tu mentionnes rarement les choses et avec précaution n'a pas d'importance. Ils ont créé un récit où tu es le problème, et cette question le renforce. Dans les relations, cette question te fait craindre de parler de quoi que ce soit. Si exprimer une préoccupation fait de toi quelqu'un qui ne cesse jamais de se plaindre, alors mieux vaut ne pas exprimer de préoccupation. Tu commences à tenir un compte de ce que tu as mentionné récemment, espacant tes préoccupations pour ne pas donner l'impression que tu te plains toujours. Tu rationnes ton droit d'aborder des problèmes dans ta propre relation. L'ironie, c'est que rester silencieuse crée plus de problèmes. Les questions qui pourraient être résolues tôt pourrissent et grandissent. Les petites douleurs se transforment en ressentiments plus importants. Mais tu ne peux pas les aborder parce que les aborder signifie risquer d'être étiqueté comme plaignarde. Alors tu portes tout en silence jusqu'à ce que quelque chose se brise. Cette question empoisonne aussi la façon dont tu te vois toi-même. Tu commences à croire que tu pourrais vraiment être négative, difficile, impossible à satisfaire. Tu surveilles tes propres pensées à la recherche de quoi que ce soit qui ressemble à une plainte. Tu contrôles tes réactions pour t'assurer de ne pas être trop. La personne qui devrait examiner son comportement te fait examiner le tien à la place. Être avec quelqu'un qui pose cette question signifie que tu gères constamment sa perception de toi comme quelqu'un de raisonnable. Tu ne te concentres pas sur le fait de savoir si la relation fonctionne vraiment. Tu te concentres sur le fait de savoir si tu as l'air de bien gérer la relation. La relation elle-même peut être terrible tant que tu ne te plains pas qu'elle est terrible. La question crée un binaire faux. Soit tu acceptes tout en silence, soit tu es une plaignarde. Il n'y a pas de terrain d'entente où tu es une personne raisonnable avec des préoccupations raisonnables concernant un comportement déraisonnable. Tu es soit complètement accommodante, soit complètement négative, et ils ont clairement fait savoir laquelle ils trouvent acceptable. Te protéger nécessite de reconnaître qu'exprimer des problèmes n'est pas se plaindre. Mentionner la même question parce qu'elle n'a pas été résolue n'est pas me plaindre, c'est essayer de résoudre quelque chose qui compte, établit clairement la réalité. Tu ne t'excuses pas d'avoir des préoccupations, tu insistes pour que les questions non résolues soient revisitées jusqu'à ce qu'elles soient vraiment résolues. Tu peux aussi aborder le schéma directement. Je mentionne rarement les choses, et quand je le fais, appeler ça se plaindre ferme toute possibilité de vraiment régler le problème. Nomme ce qui se passe. Tu ne te défends pas contre l'étiquette de plaignarde. Tu soulignes que l'étiquette est un outil pour éviter la responsabilité. La quatrième question change toute la dynamique. Tu as finalement décidé d'aborder quelque chose qui t'a fait mal, peut-être qu'ils ont été distants, ou qu'ils continuent à rompre des promesses, ou qu'ils ont dit quelque chose de vraiment blessant. Tu commences la conversation avec précaution. Avant que tu finisses ta première phrase, ils t'interrompent. « Qu'est-ce que j'ai fait cette fois ?» L'exaspération dans leur voix est impossible à manquer. Ils sont épuisés, mis dans une position injuste, perpétuellement accusés. Tu n'as même pas encore expliqué le problème et ils se sont déjà positionnés comme la victime de tes critiques incessantes. La question les transforme de quelqu'un qui t'a blessé en quelqu'un qui est injustement attaqué par toi. Cette question apparaît quand tu essaies d'aborder de vrais problèmes. Tu n'es pas déraisonnable ou dramatique. Tu as une préoccupation légitime concernant un comportement réel. Mais ils ont reformulé la conversation avant même qu'elle commence. Maintenant, il ne s'agit pas de ce qu'ils ont fait. Il s'agit du fait que tu trouves toujours quelque chose qui ne va pas dans ce qu'ils ont fait. Ce qui est particulièrement déstabilisant avec cette question dans les relations, c'est comment elle fait de toi l'agresseuse. C'est toi qui es contrarié parce qu'ils ont disparu pendant 4 jours. C'est toi qui es blessé parce qu'ils ont annulé des plans importants. C'est toi qui es confuse parce que leurs paroles et leurs actions ne correspondent pas. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est aussi toi qui attaques toujours, critique toujours, trouve toujours des défauts. La partie « cette fois » est cruciale. Elle implique une longue histoire de toi soulevant des problèmes, un schéma d'être difficile et exigeante. Peu importe si c'est la première fois que tu mentionnes quoi que ce soit depuis des semaines.
Peu importe si tu as été patiente et compréhensive pendant qu'ils ont été constamment blessants. La question crée un récit où tu es perpétuellement insatisfaite et eux perpétuellement en train d'essayer de t'apaiser. Être avec quelqu'un qui répond comme ça t'entraîne à absorber la douleur sans la reconnaître. Tu deviens réticente à mentionner quoi que ce soit parce que tu sais que tu feras face à cette exaspération de martyr. Tu seras positionnée comme celle qui est toujours contrariée, qui a toujours besoin de quelque chose, qui cause toujours des problèmes. C'est plus facile de rester silencieuse que de faire face à l'implication que tu es impossible à satisfaire. La question empêche aussi toute résolution réelle. Tu ne peux pas aborder la question spécifique parce que tu te défends immédiatement contre l'accusation que tu soulèves toujours des questions. La conversation devient de savoir si tu as le droit de mentionner des choses, pas de la chose réelle que tu as mentionnée. Ils n'ont jamais à reconnaître ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont trop occupés à être épuisés par ton schéma de remarquer ce qu'ils ont fait. Cela crée une réalité étrange où leur comportement blessant s'accumule simplement. Chaque incident n'est pas abordé parce que l'aborder signifie faire face à la réponse « Qu'est-ce que j'ai fait cette fois ?» Tu es avec quelqu'un qui te blesse régulièrement et tu ne peux parler de rien de tout ça parce qu'en parler prouve que tu es le problème. La manipulation fonctionne parce qu'elle te rend responsable de leurs sentiments concernant le fait d'être tenu responsable. Ils ne sont pas contrariés parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils sont contrariés parce que tu as remarqué qu'ils ont fait quelque chose de mal et que tu as eu l'audace de le mentionner. Ta douleur devient secondaire à leur agacement d'avoir à entendre parler de ta douleur. Répondre efficacement signifie refuser d'assumer leur victimisation. Tu as disparu pendant 4 jours sans explication. C'est la question dont nous discutons. Garde l'attention sur leur comportement spécifique. Tu ne te défends pas contre les accusations d'être perpétuellement critique. Tu insistes pour aborder le vrai problème. Tu peux aussi nommer le schéma. Répondre comme si tu étais attaqué quand je mentionne une préoccupation légitime rend impossible l'abord de vrais problèmes. Appelle ce que fait la question. Tu ne te laisses pas entraîner dans un débat sur le fait de savoir si tu mentionnes les choses trop souvent. Tu observes que leur réponse empêche toute conversation productive. La 5e question représente le sommet de la manipulation. Tu as essayé d'expliquer que tu as besoin de quelque chose de basique, peut-être plus de communication, ou une certaine disponibilité émotionnelle, ou simplement de la cohérence. Ils ont été distants, froids ou dédaigneux. Tu as finalement mis des mots sur ce qui ne va pas, et ils répondent avec une frustration à peine contenue. Pourquoi tu essaies de me contrôler ? Cette question reformule chaque besoin comme de la domination. Tu ne demandes pas de connexion dans une relation, tu essaies de les contrôler. Tu n'exprimes pas des besoins humains normaux de communication et de présence émotionnelle. Tu essaies de les manipuler et de les restreindre. Tes demandes basiques de fondamentaux de relation deviennent des preuves de ta nature contrôlante. Ce qui rend cette question dévastatrice, c'est comment elle transforme des attentes raisonnables en comportements abusifs. Vouloir savoir si vous sortez toujours ensemble après une semaine de silence n'est pas contrôler, c'est demander des informations de base. Avoir besoin d'une certaine disponibilité émotionnelle de la personne avec qui tu sors n'est pas contrôler, c'est attendre le minimum de partenariat. Mais ils ont étiqueté ces besoins comme du contrôle, et soudain c'est toi qui te comportes mal. La question apparaît le plus souvent quand tu as toléré la distance et l'incohérence pendant longtemps. Tu as été compréhensive concernant leurs besoins d'espace. Tu as été patiente avec leur indisponibilité émotionnelle. Tu t'es adapté à leur schéma et tu as travaillé autour de leurs limitations. Mais finalement, tu as besoin de quelque chose en retour. Tu as besoin d'une certaine réciprocité, d'un certain effort, d'un signe que c'est vraiment une relation. Quand tu exprimes finalement ce besoin, ils le positionnent comme de l'oppression. Ils essaient juste de vivre leur vie. Et tu essaies de contrôler comment ils la vivent. Ils ont besoin de liberté, et tu les étouffes. Ils sont indépendants, et tu essaies de les mettre en cage. Ton besoin de partenariat de base devient une agression contre leur autonomie. Être avec quelqu'un qui pose cette question signifie vivre avec la peur constante que tout besoin que tu exprimes sera utilisé contre toi. Tu ne peux pas demander plus sans être contrôlante. Tu ne peux pas exprimer de douleur sans être manipulatrice. Tu ne peux pas vouloir de connexion sans être étouffante. Tous tes désirs naturels d'intimité et de partenariat sont reformulés comme des défauts de caractère. La question crée aussi un paradoxe terrible. Tu es dans une relation qui implique intrinsèquement un certain niveau de considération mutuelle et de compromis.
mais chaque fois que tu as besoin qu'ils te considèrent ou compromettent quoi que ce soit, tu essaies de les contrôler. La relation existe en théorie, mais au moment où tu la traites comme une relation avec de vraies attentes, tu es accusé d'être contrôlante. Ce qui est particulièrement douloureux, c'est comment cette question te fait douter de tes propres intentions. Tu commences à te demander si tu es vraiment contrôlante. Peut-être que demander à avoir de leurs nouvelles une fois par jour est trop. Peut-être que s'attendre à ce qu'ils respectent les plans est déraisonnable. Peut-être que vouloir une disponibilité émotionnelle de quelqu'un avec qui tu sors demande trop. Tu commences à croire qu'avoir des attentes fait de toi une mauvaise personne. L'accusation t'isole davantage. Si tu es contrôlante, alors tes amis qui valident tes besoins doivent encourager ton comportement contrôlant. Si tu es contrôlante, alors ton instinct que quelque chose ne va pas doit être ton besoin de dominer. Tous et tout ce qui suggère que tu mérites un meilleur traitement est rejeté comme un soutien à ton prétendu besoin de contrôler. Cette question leur permet aussi d'éviter toute responsabilité pour la relation. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu les contrôles, donc ils n'ont pas à le fournir. Chaque fois que tu es blessé par leur comportement, tu essaies de contrôler leur comportement, donc ils n'ont pas à le changer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent tout en positionnant tes besoins comme des attaques contre leur liberté. La relation devient entièrement à sens unique. Ils obtiennent tous les avantages d'avoir quelqu'un qui se soucie d'eux sans fournir aucune réciprocité. Tu es disponible, compréhensive, patiente et accommodante. Ils sont distants, incohérents et émotionnellement indisponibles. Et si tu mentionnes ce déséquilibre, tu essaies de les contrôler. Les dynamiques de relations construites sur cette accusation exigent que tu n'aies aucun besoin. La seule façon de ne pas être contrôlante est de ne rien vouloir, de n'avoir besoin de rien, de ne rien attendre. Tu existes dans la relation pour fournir soutien et compréhension sans rien demander en retour. Ce n'est pas une relation, c'est de la servitude déguisée en partenariat. Te protéger signifie refuser complètement l'étiquette de contrôlante. Vouloir avoir de tes nouvelles régulièrement dans une relation n'est pas du contrôle. C'est une attente de base d'engagement mutuel, rejette leur formulation. Tu ne te défends pas contre les accusations d'être contrôlante. Tu soulignes que ce que tu demandes est ce que les relations incluent. Tu peux aussi renvoyer la question. Pourquoi chaque besoin que j'exprime est-il étiqueté comme du contrôle? Pourquoi toute attente que j'ai est-elle vue comme une tentative de te restreindre? Les oblige à examiner leur schéma. Habituellement, ils ne peuvent pas répondre parce que la vraie réponse est que t'appeler contrôlante leur permet d'éviter de répondre à tes besoins tout en te blâmant d'avoir des besoins en premier lieu. La chose la plus importante à comprendre concernant les 5 questions, c'est qu'elles fonctionnent ensemble. Chacune se construit sur les autres pour créer un système où tes sentiments n'importent pas, tes besoins sont des problèmes et ta réalité est constamment remise en question. La personne qui pose ces questions n'est pas intéressée à mieux te comprendre ou à améliorer la relation. Elle est intéressée à maintenir une dynamique où elle n'est jamais responsable de rien. Reconnaître ces questions en temps réel change tout. Quand tu entends « tu es sérieusement contrarié par ça », tu sais qu'ils dévalorisent tes sentiments avant de les considérer. Quand ils demandent pourquoi tu ne peux pas être normal, tu sais qu'ils pathologisent des besoins raisonnables. Quand ils t'accusent de te plaindre, tu sais qu'ils évitent la vraie question. Quand ils jouent des victimes avec « qu'est-ce que j'ai fait cette fois ?» tu sais qu'ils détournent la responsabilité. Quand ils t'appellent contrôlante, tu sais qu'ils reformulent des attentes de base de relation comme de l'oppression. Ces questions ne sont pas des réponses défensives aléatoires. C'est un schéma calculé, conçu pour te garder incertaine, coupable et silencieuse. Elles fonctionnent parce qu'elles sonnent comme des questions raisonnables qui méritent des réponses. Mais elles ne cherchent pas d'informations, elles repositionnent le pouvoir. Elles transforment tes préoccupations légitimes en preuve de tes défauts. Être avec quelqu'un qui utilise ces questions régulièrement signifie que tu es dans une relation où tu ne peux pas aborder de problèmes, exprimer des besoins ou attendre un partenariat de base sans être étiquetée comme défectueuse. Ce n'est pas une relation qui peut être réparée par une meilleure communication ou plus de compréhension de ta part. C'est une relation où une personne a décidé que son confort compte plus que ton bien-être, et elle est prête à utiliser la manipulation pour maintenir ce déséquilibre. Le schéma affecte plus que les conversations individuelles. Au fil du temps, ces questions remodèlent complètement la façon dont tu te vois toi-même. Tu intériorises le message que tes sentiments sont excessifs, tes besoins sont anormaux,
Tes préoccupations sont des plaintes, tes tentatives de communication sont des attaques et tes attentes de base sont du contrôle. L'effet cumulatif est dévastateur pour ton estime de toi et ta capacité à faire confiance à tes propres perceptions. Tu pourrais te retrouver à t'excuser constamment pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Tu pourrais remarquer que tu as cessé de mentionner des questions complètement, même les sérieuses qui te font vraiment du mal. Tu pourrais réaliser que tu marches sur des œufs, surveillant soigneusement tout ce que tu dis pour éviter de déclencher ces questions méprisantes. Tu pourrais te sentir épuisé par la gymnastique mentale, d'essayer de comprendre comment exprimer des besoins d'une manière qui ne sera pas immédiatement rejetée. La relation consomme d'énormes quantités d'énergie émotionnelle tout en fournissant très peu en retour. Tu traites constamment leur comportement, essayant de comprendre leur schéma, excusant leur traitement de toi, et travaillant pour être le type de partenaire qu'ils peuvent accepter. Pendant ce temps, ils ne font aucun de ce travail. Ils n'examinent pas leur schéma, ne considèrent pas ta perspective ou n'essaient pas de te rencontrer à mi-chemin. Tout le fardeau de maintenir la relation repose sur toi. Ce qui est particulièrement insidieux, c'est la lenteur avec laquelle cela se produit. Ces questions n'apparaissent pas toutes en même temps. La manipulation se construit progressivement sur des semaines et des mois. Chaque incident individuel semble suffisamment petit pour être ignoré. Tu te dis que ce n'est pas grave, ils ont juste eu une mauvaise journée. Tu as probablement un peu exagéré. Mais ces petits incidents s'accumulent en un schéma qui altère fondamentalement la dynamique de pouvoir dans la relation. Tu pourrais aussi remarquer que d'autres personnes dans ta vie voient les problèmes plus clairement que toi. Des amis expriment leur inquiétude concernant la façon dont tu es traité. Des membres de la famille soulignent que tu sembles différente, plus petite, moins confiante. Mais tu as été si complètement entraîné par ces questions que tu rejettes leurs préoccupations tout comme l'évitant rejette les tiennes. Tu défends la relation, expliques pourquoi ce n'est pas aussi mauvais que ça en a l'air, insiste sur le fait que tu vas bien même quand tu ne vas clairement pas bien. Te libérer de ce schéma nécessite de le reconnaître pour ce qu'il est, non pas une série de malentendus malheureux, mais un système délibéré de manipulation conçu pour t'empêcher de te défendre toi-même. Cela nécessite de faire confiance à tes instincts originaux concernant ce qui semblait mauvais avant que ces questions te convainquent que tu étais le problème. Cela nécessite de te rappeler que dans des relations saines, les gens veulent comprendre tes sentiments, pas les dévaloriser. Ils veulent répondre à tes besoins, pas les pathologiser. Ils veulent résoudre les conflits, pas les éviter en faisant de toi la méchante. Le chemin à suivre n'est pas d'apprendre à répondre à ces questions plus efficacement. C'est de reconnaître que quelqu'un qui les pose n'est pas intéressé à construire une relation saine avec toi. Il est intéressé à maintenir une dynamique où tu as toujours tort et lui n'est jamais responsable. Ce n'est pas une base pour l'amour, c'est une base pour l'érosion lente de ton sens de toi-même. Tu mérites quelqu'un qui prend tes sentiments au sérieux quand tu es blessé. Quelqu'un qui veut comprendre ta perspective plutôt que de l'étiqueter comme anormale. Quelqu'un qui aborde tes préoccupations plutôt que de les reformuler comme des plaintes. Quelqu'un qui prend la responsabilité de son comportement plutôt que de jouer la victime. Quelqu'un qui voit tes besoins comme faisant partie de la relation plutôt que comme des attaques contre sa liberté. Ces questions révèlent qui est quelqu'un et ce qu'il est prêt à faire pour éviter la responsabilité. Quand tu les entends de manière répétée, crois ce qu'elles te disent. Elles te disent que tes sentiments ne comptent pas autant que son confort. Elles te disent que tes besoins sont des problèmes à gérer plutôt que des aspects de toi à honorer. Elles te disent qu'il n'est pas intéressé par le type de respect mutuel et de soins qui fait fonctionner les relations. La partie la plus difficile est d'accepter que tu ne peux pas réparer cela par une meilleure communication ou plus de patience ou une compréhension plus profonde. Ces questions ne sont pas des erreurs ou des malentendus. Ce sont des choix. La personne qui les pose a choisi de se protéger de la responsabilité plutôt que de construire une vraie connexion avec toi. Aucune quantité de mieux t'expliquer ne changera ce choix fondamental qu'elle a fait concernant comment s'engager dans les relations. Merci d'avoir regardé. Si tu as entendu ces questions dans tes relations, partage ton expérience dans les commentaires. Et si cela a résonné avec toi, s'il te plaît, aime et abonne-toi pour plus de contenu sur comment naviguer dans des dynamiques de relations difficiles.